Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Et le titre que vous voyez en dessous, Idiocratie. Alors, pour ceux qui connaissent le film, je vais juste aider certains qui ne l'ont pas vu, de leur expliquer ce que c'est en réalité que Idiocratie. Idiocratie, c'est un film américain qui a été réalisé par Mike Judge et qui est sorti en 2007. Sorti est un peu un pléonasme dans ce sens où il n'est que très peu sorti en salle, n'a pas du tout été soutenu par les distributeurs, voire même aussi les exploitants. Et c'est un film qui, avec l'acteur principal est Luke Wilson, qui est un des frères de Owen Wilson. Et le pitch de ce film, c'est bien simple, c'est un jeune militaire américain qui est en ce qu'on appelle un planqué, si vous voulez, donc un peu genre footiste, à qui on oblige un petit peu de participer à une opération, à une mission, voire à une expérience un peu spéciale, c'est une expérience de cryogénisation. Et pour valider un petit peu plus le projet, le responsable intègre également une civile, en l'occurrence une prostituée qu'il a obtenue par un accord avec un petit baron, un petit caïd, etc. Sauf que le responsable tombe pour cette affaire et nos deux individus sont oubliés. Et accidentellement, ils se réveillent 500 ans plus tard. Sauf que 500 ans plus tard, l'Amérique a considérablement changé. Pour tout résumer, en réalité, l'Amérique est remplie de crétins, d'abrutis, et encore crétins et abrutis sont des mots relativement faibles, parce que là on atteint un summum de crétinisme absolu. Pour vous donner un exemple, ce sont devenus des individus qui limite ne comprennent plus le langage écrit, ils ne comprennent que des symboles. Ils passent la plupart de leur temps devant la télévision. Le programme le plus connu, c'est un type qui se fait casser les couilles. Enfin, voilà, c'est devenu une société complètement remplie d'abrutis. Donc je vous invite à voir ce film pour que vous puissiez bien comprendre en fait la référence auquel je fais allusion aujourd'hui dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on est en train d'assister à une dévalorisation de la capacité culturelle et intellectuelle des individus. Alors déjà aux États-Unis, le processus est super bien avancé. Alors attention, je ne dis pas que tous les Américains sont des abrutis, au contraire, il y a différents échelons, mais il est clair que lorsque vous êtes issu d'un milieu social plutôt défavorisé, si vous vivez dans la pauvreté, si vous êtes dans une situation de précarité, il est évident que vous ne pouvez habiter que dans des quartiers pauvres, et dans ces quartiers pauvres, vous avez généralement des écoles qui équivaut au niveau d'éducation que ces écoles peuvent donner. Alors je ne dis pas que les professeurs dans ces écoles sont des mauvais, mais malheureusement ils sont obligés de travailler avec des élèves qui sont extrêmement difficiles et qui ont énormément de lacunes, des lacunes de langage et des lacunes de compréhension. Vous allez me dire, oui, mais en France, c'est à peu près la même chose. En effet, il est vrai qu'un certain nombre d'écoles qu'on a classifiées pendant un temps de ZEP, par exemple, ont difficilement la capacité d'arriver au même niveau que certains établissements de centre-ville, ou parfois côtoyés par des enfants ou des jeunes issus de milieux de classe moyenne aisée, voire riches. Sauf qu'aux États-Unis, vous vous rendez compte que ce processus amène un certain nombre d'élèves, amène un certain nombre de gamins aux portes parfois du high school. Alors le high school, c'est l'équivalent du lycée en France, et après le high school, vous avez l'université. Et c'est là qu'après le high school, évidemment, il y a déjà une première sélection qui s'effectue. Si en France, on a énormément travaillé sur l'accession aux études, c'est-à-dire à l'ouverture, je dirais, à la connaissance, la capacité d'apprendre, la capacité d'acquérir des diplômes, etc. Je ferai référence à ce fameux sketch de l'ascension sociale de Franck Lepage. J'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo. Attention, c'est une vidéo qui est assez longue parce que c'est un spectacle en entier, mais vous verrez que dans son spectacle, le spectacle, je crois, date de 2010, mais il a 10 ans, mais
en disant rien n'a changé. C'est-à-dire qu'au contraire, ce qui se passe aujourd'hui confirme ce que disait Franck Lepage il y a une dizaine d'années. Et donc, le problème, c'est que vous avez après l'université. Alors, l'université aux États-Unis, je ne vais pas y revenir, j'ai déjà expliqué comment malheureusement ça se passait. C'est qu'aujourd'hui, même si dans les grandes universités, il y a encore une sélection au niveau intellectuel, par des tests, etc. Parce que, évidemment, vous avez des grandes universités qui ont quand même une certaine réputation à préserver, mais vous verrez pas seulement. Dans les autres universités, en général, eh bien, c'est la bataille. C'est la bataille pour essayer de capter des étudiants, mais plus particulièrement des étudiants qui ont les moyens de payer, évidemment, leurs études. Donc vous avez une partie d'étudiants qui vont bénéficier d'un certain nombre de bourses, et puis vous avez des étudiants qui ont peut-être la chance de vivre dans des familles riches et qui vont se voir financer par leurs parents leurs études. Et puis après, vous avez tout le reste. Tout le reste, s'ils veulent faire des longues études, des grandes études, avec des diplômes, des maîtrises, des DUG, etc., eh bien, ils vont être obligés d'emprunter. Et ils vont être obligés d'emprunter à des banques, et que, évidemment, les banques, une fois qu'ils ont leur diplôme, leur rappellent qu'il va falloir commencer à rembourser, et débarquent sur un marché du travail qui est déjà saturé. Donc voilà, je résume déjà ce que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Sauf que le problème, c'est qu'en effet, si sur le marché américain, on se rend compte que vous avez des gens qui ont beaucoup de technicité, là je vous le dis très sincèrement, les Américains dans certains secteurs professionnels ont énormément de technicité. Mais ce qui leur fait cruellement défaut, c'est 1, la polyvalence, et de 2, le recul, le libre arbitre, qui à un moment donné les amène à devoir improviser, à devoir s'adapter. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la culture américaine, il y a une chose qui est vraiment évidente pour ceux qui savent observer, c'est que les Américains détestent par-dessus tout l'inconnu. Ils détestent par-dessus tout le hasard. Et si je vous dis ça et que je vous fais une référence, regardez le cinéma par exemple, regardez la littérature. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, c'est là qu'a vraiment émergé la science-fiction, a vraiment émergé le fantastique? Tout simplement parce que pour eux, c'est une façon d'exorciser cette peur qu'ils ont de l'inconnu. L'inconnu, c'est pas seulement dans les domaines paranormaux, dans les domaines mystérieux, dans les domaines du paranormal, etc. C'est aussi, on le croise aussi dans la vie quotidienne, dans la vie courante. En milieu professionnel, je n'ai jamais vu de ma vie autant de procédures. C'est limite, tout est procédurier, tout est calé, avec des protocoles, etc. Combien de fois il m'est arrivé, avec mes compétences, de pouvoir apporter une solution à un problème? Et combien de fois on m'a dit, non, ce n'est pas ton travail, on va appeler des personnes qui vont le faire, etc. Et je me suis dit, mais c'est con, ça prend 2 minutes à faire. Eh ben non, parce que je suis cantonné à un travail, et je ne peux pas me servir de ma polyvalence, cette polyvalence qui nous sert beaucoup en France, pour résoudre des problèmes en entreprise, alors que j'en ai parfaitement les capacités. Et bien ça, aux États-Unis, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne veut pas dire que c'est partout pareil. Il y a parfois certaines entreprises où vous travaillez avec des gens qui ont l'esprit un peu plus ouvert et qui, au contraire, sont excessivement demandeurs aujourd'hui de gens polyvalents. C'est pour ça d'ailleurs que dans les milieux de la finance, il y a beaucoup de banques aujourd'hui qui sont très amateurs, qui sont très friands de français. Parce que les Français, eh bien, non seulement ont une capacité de réflexion beaucoup plus large que les Américains, même si je répète, les Américains sont très pointus et très techniques dans ce qu'ils font, mais nous les Français, nous avons un éventail de compétences et de connaissances beaucoup plus large. Et puis aussi, on a une qualité, les Français, c'est qu'on sait prendre des risques. C'est qu'on sait foncer quand on a une opportunité. C'est ça, les Américains ont beaucoup de mal à le faire. Même si, dans certains domaines, encore une fois, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des situations où les Américains vont savoir prendre des risques, mais ça va être des risques calculés. Calculés pourquoi? Un exemple. En France, si vous voulez monter une entreprise, je ne vous ferai pas le topo, que c'est excessivement compliqué, c'est difficile, c'est des démarches administratives, et puis surtout, il faut trouver les financements. Et là, ça pose problème. Pourquoi? Parce que les banques sont excessivement frileuses à vous permettre d'acquérir un certain montant, une certaine somme pour lancer votre entreprise. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Au contraire, aux États-Unis, si vous avez un projet, une entreprise que vous voulez monter et qui a un potentiel
relativement solides, et dans ce cas-là, ils n'hésiteront pas à vous fournir des financements beaucoup plus conséquents pour vraiment vous permettre de vous lancer. Mais à contrario, il y a évidemment le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, si les Américains sont beaucoup plus propices à vous donner beaucoup plus d'argent pour vous lancer dans une affaire, si jamais vous vous plantez, eh bien les banques récupèrent tout. Encore en France, vous avez certaines protections, vous avez certains garde-fous, alors qu'aux États-Unis, vous pouvez tout perdre. Mais tout perdre, ce qui est au sens propre du terme. Je vais vous donner un petit exemple, petite anecdote. Il est arrivé une fois un jour, et c'est d'ailleurs, cette petite anecdote, elle va dériver un petit peu sur le milieu de l'informatique. Il y a un jour un jeune homme en France, un jeune ingénieur informatique, qui réussit à créer une application qui permet de déclencher des commandes en simplement alors à l'époque c'était des crayons tactiles, mais aujourd'hui ça serait avec des écrans tactiles, c'est de pouvoir lancer une commande en faisant un symbole. C'est-à-dire, vous savez, un peu comme Harry Potter avec les baguettes, voyez, de magique. Bon, et bien sur l'écran, on avait cette possibilité-là. Quand il a été en France et qu'il a voulu monter son entreprise sur cette application, il n'a trouvé aucune banque pour le suivre. Aucune. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé l'Atlantique, il est allé aux États-Unis, il a proposé son projet à certains financiers, et les financiers ont dit « banco ». Pire, dans son projet, son budget initial lui permettait de pouvoir lancer son entreprise avec seulement 50 000 $. La banque, les responsables de la banque lui ont dit « Vous plaisantez. Votre idée, elle a un potentiel, elle peut fonctionner. Nous, on vous donne 1 500 000 $. Voilà, la différence de culture. Vous voyez un peu. Donc, pour cet exemple, en effet, les Américains vont considérer qu'un projet peut avoir un potentiel, mais ce potentiel, évidemment, eux, ils vont se protéger le cul derrière. C'est-à-dire que si jamais vous vous plantez, eux, ils récupèrent tout. Ils récupèrent les licences, les franchises, même limite votre maison, tout ce que vous avez pu mettre en gage pour pouvoir faire tourner votre entreprise, etc. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, quand vous faites une banqueroute, eh ben, vous perdez tout. Alors qu'en France, il y a toujours un moyen de négocier devant des tribunaux, d'avoir des échéances, etc. Donc tout ça pour dire que le problème aux États-Unis, c'est que ce qui leur manque finalement, c'est... je dirais que finalement les Américains, on peut leur attribuer ceci, c'est qu'ils ont le courage, mais ils ne sont pas téméraires. C'est-à-dire qu'ils ont le courage de donner l'illusion qu'ils vont foncer tête baissée pour quelque chose, mais en réalité, à partir du moment où ils sont convaincus que ça va réussir, ça va apporter quelque chose, ça va apporter ses fruits. Inversement, en effet, on peut trouver aussi, mais encore une fois de plus, c'est assez psychologique, on va dire, c'est de voir par exemple des militaires, des pompiers, parfois foncer tête baissée, comme des héros, si vous voulez, sauver des vies, etc. Malheureusement, il y en a qui sont parfois un petit peu inconscients, pas forcément très matures, et finissent par se tuer eux-mêmes à cause de leurs conneries. Mais ça, encore une fois de plus, c'est parce qu'ils sont motivés, ils sont dans le feu de l'action. Ça, c'est un phénomène plutôt psychique, on va dire, de l'individu qui, excité par la situation, finalement se met à faire des conneries. Donc voilà un petit peu le paysage qu'on peut avoir aux États-Unis. Donc retenez bien qu'une des choses qui est assez frappante chez les Américains, c'est qu'ils détestent profondément l'inconnu, ils détestent profondément le hasard. Pour eux, il faut que voilà, la ligne soit tracée, il faut savoir où ils vont, il faut savoir sur quel protocole ils peuvent s'appuyer pour aller dans cette direction, mais dès que vous leur dites « non, c'est bon, voilà, on fonce et on va improviser au fur et à mesure », ça, ils n'y arrivent pas, ils en sont incapables de le faire. Donc je rejoins ce que je disais sur ce qui se passe aux États-Unis, sur cette capacité, que malheureusement on est en train de voir une dévaluation de l'intellect, si vous voulez, aux États-Unis. Donc tout ça, j'espère que peut-être vous l'avez même constaté de vous-même. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive à un stade où, idéologiquement, on est confronté à des individus qui ne veulent rien savoir et qui, même quand tout d'un coup, on leur donne de l'argumentation, on leur donne des éléments de raisonnement, etc., ils
sont aussi dans cette perspective de ne pas avoir tort. Donc forcément, ils finissent par devenir agressifs, vulgaires, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et inversement, vous avez malheureusement les gens, ce que j'appellerais les résignés finalement. Les résignés, c'est-à-dire que parce qu'ils n'ont pas cette culture, parce qu'ils n'ont pas la curiosité, ou parce qu'ils s'en foutent, finalement ce sont des esclaves. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne, c'est-à-dire l'amoindrissement culturel d'un certain nombre d'individus, d'un certain genre d'individus, pour en faire des moutons. Mais là, même si c'est l'expression qui a toujours été utilisée pour définir des gens qui suivent le mouvement sans réfléchir, là on arrive à des points, on arrive à des niveaux que ça en devient inquiétant. Parce que c'est quand même des gens qui votent, c'est des gens qui ont la légitimité d'avoir des libertés d'opinion et des libertés de promouvoir des idéologies politiques. Et quand je dis promouvoir des idéologies politiques, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien aujourd'hui les idéologies de l'ultra-gauche, complètement fanatisées, etc., que aussi des idées d'extrême droite, surtout en plus comme aux États-Unis, vous avez quand même la liberté d'expression, la liberté d'opinion, donc ce qui fait que vous avez des mouvements néo-nazis qui existent ici aux États-Unis, ce qui n'existe pas en France puisque vous avez quand même des lois qui l'interdisent. Mais après, évidemment, comme c'est des mouvements très très minoritaires qui ne risquent de faire... c'est des ersatz, c'est des gouttes d'eau dans la mer, mais qui servent l'intérêt politique à un moment donné de faire de l'instrumentalisation. C'est-à-dire de montrer ces gens comme étant des dangers, regardez les néo-nazis, les fachos ils sont là, machin, alors qu'en réalité ils sont là mais ils ne représentent rien, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas une menace, et en plus de ça, l'évolution, on va dire, idéologique de ces gens n'évolue pas. C'est-à-dire que c'est pas comme si en 10 ans vous aviez multiplié par 2 ou par 3 le nombre de néo-nazis. Non, leur nombre reste relativement constant, je dirais même que leur nombre a tendance à baisser. Donc, mais voilà, ça fait partie de l'instrumentalisation. Et quand vous avez aujourd'hui des gens qui accusent à tort et à travers tout le monde d'extrême droite, de fascistes, etc., parce que justement, ce sont des gens qui ont encore un tant soit peu de raison, qui ont un tant soit peu de réflexion, etc. Et aujourd'hui, finalement, on devient des dangers. C'est-à-dire que même vous, là, qui regardez cette vidéo, qui regardez d'autres vidéos de gens qui essaient de vous donner un petit peu de réflexion, un petit peu de données pour faire votre propre avis, il va y avoir un moment donné, on va devenir des gens dangereux. On va devenir des gens dangereux qu'il va falloir interrompre, qu'il va falloir couper le sifflet. Là récemment, vous avez, alors je me souviens un peu de son nom, qui est un Québécois qui qui fait des podcasts pour Radio-Québec, qui donne parfois des éléments très factuels et très intéressants dans ses analyses, qui a été de ceux d'ailleurs qui a démonté un petit peu toutes les analyses, les études, Lancet, Recovery, Discovery et compagnie. Là, il a fait une vidéo dernièrement sur l'ONU, parce que l'ONU protège, on va dire, le droit aux antifas d'exister. Enfin, tous ces gens-là, donc ce monsieur québécois aujourd'hui commence à être attaqué par l'équivalent du décodeur du Monde, qui est celui de Radio-Canada, qui est le décrypteur. Je cherchais l'autre jour le nom, c'est le décrypteur. C'est l'équivalent du décodeur qu'on a en France avec le Monde. Et qui s'est attaqué à ce monsieur parce que il abordait des sujets d'un certain angle qui dérange considérablement. Sauf que voilà, à partir du moment où vous arrivez à toucher l'esprit des gens et essayer de réussir à rallumer la lumière de la curiosité, de rallumer la lumière de la raison, et à un moment donné d'apporter des éléments de réponse à des questions que beaucoup de gens se posent, mais comme ils n'ont pas la culture, qu'ils n'ont pas la curiosité, etc., parce que la curiosité c'est pareil, ça c'est une tare considérable. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de presse qui s'amuse à faire des titres, des gros titres, qui des fois quand vous lisez l'article, vous cherchez le lien avec le gros titre, mais le gros titre véhicule une idée, parce qu'ils savent que 90% des gens ne lisent que le gros titre, ils ne lisent pas l'article. Donc voilà, c'est malheureusement ça. C'est-à-dire qu'on est en train de forger des sociétés de feignants, des sociétés d'incultes. Et forcément, ce sont des individus forcément très malléables, parce que comme ils sont trop feignasses, comme ils sont trop
stupides, parfois même, on peut le dire, pour aller chercher d'eux-mêmes l'information, pour essayer de comprendre par eux-mêmes les choses, et bien ils se contentent de prendre ce qu'on leur donne, et ils en font des convictions, ils en font des opinions, et ils les redivulguent après. Et ces gens-là, quand on se trouve confronté à eux dans un débat, on se rend compte qu'ils n'ont absolument aucun argumentaire, qu'ils n'ont absolument aucun outil, aucun outil de débat finalement. Et que généralement, c'est pour ça qu'il y en a certains qui montent sur leurs grands chevaux, qui commencent à vous excuser d'extrême droite, de fascistes, etc. Je discute pas avec vous, etc. Donc voilà, c'est pour vous faire un petit peu un rappel de ce qui est en train de se passer, pas seulement aux États-Unis, même si aux États-Unis, je vous dis, le processus est relativement bien avancé, mais finalement, on est en train de voir la même chose se produire en France, et pas seulement en France, hein, c'est également dans un certain nombre de pays d'Europe, hein, je veux dire, la tactique est la même. Donc Idiocratie. Si vous avez, je vous le dis franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film, regardez-le. Et quand je vous dis que tous les jours, je croise quelqu'un qui, de par son comportement, de par son attitude, de par son propos, me fait penser toujours à ce film, parce qu'on n'en est pas loin aux États-Unis. Parce que malheureusement aux États-Unis, c'est vrai que vous avez des gens qui sont vraiment borderline. Je veux dire, là, on peut dire oh, oui, mais on a les mêmes en France. Non, je peux vous dire qu'on n'a pas les mêmes en France. Il y en a, c'est vraiment. Je peux vous donner par exemple un exemple qui est un bon reflet de ce qu'on peut trouver aux États-Unis, pas partout. Dans certains endroits, hein, dans des endroits populaires, dans des endroits un petit peu dépouillés économiquement, etc., c'est People of Walmart. Walmart, c'est une enseigne de grande distribution aux États-Unis, la plus grande enseigne de grande distribution aux États-Unis. Et c'est un site qui montre des photos de gens qu'on croise dans ces magasins, et bah, c'est pas piqué des hannetons. Je vous mettrai le lien de People of Walmart pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée. Quand vous verrez des photos, vous me direz non, c'est pas possible, c'est un cas isolé. Non, c'est pas des cas isolés. Il y en a beaucoup comme ça aux États-Unis. Vous en croiserez très souvent quand vous allez dans certains quartiers pauvres, dans certains quartiers défavorisés, où malheureusement le système de santé aux États-Unis n'est plus capable aujourd'hui de prendre en charge ces individus. Donc ces individus, eh ben, ils sont dans la nature. Voilà, c'est malheureux, mais c'est ce qui joue aussi énormément sur le fait que peut-être Donald Trump a été élu en 2016 et peut-être ce qui va aussi peut-être le faire réélire en 2020, au mois de novembre prochain, c'est que vous avez énormément d'Américains qui se sont rendus compte que ce pays, finalement, ne donne pas sa chance à tout le monde et que beaucoup d'Américains se sont retrouvés jetés sur le bas-côté de la route. Et que ces gens essaient de s'en sortir, mais qui n'ont aucune opportunité, qui n'ont aucune possibilité de se redresser. Si ce n'est, je vous dis, s'ils tombent sur des gens bienveillants, s'ils tombent sur des gens pour les aider, s'ils tombent sur des gens pour leur donner une seconde chance, mais sinon, voilà, vous crevez la gueule ouverte. C'est cette Amérique-là aujourd'hui qui est en train de remonter à la surface du regard des Américains sur leur propre pays, et qui évidemment n'est pas une image très reluisante, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, je pense que malheureusement en France, moi sincèrement j'ai été très choqué par ce que j'ai vu à Paris, par tous ces jeunes là complètement inconscients qui sont dans cet état d'esprit. Je veux faire la fête. C'est exactement le même comportement qu'on a de ces jeunes qui, pour se faire valoir, pour se montrer, pour gagner du buzz, pour gagner des likes sur Instagram, etc., se mettent à faire des conneries pas possibles. Faire du buzz avec des conneries. Sauf qu'il y a des fois, il y en a qui se blessent, il y en a qui se tuent aussi. C'est cette même stupidité, par exemple, qui a lancé parfois certains challenges, le fameux Ice Bucket Challenge, par exemple. Vous vous souvenez, c'est ce seau d'eau glacé qu'on se balançait sur la gueule et on lançait un challenge à quelqu'un. Ouais, ben, il y en a qui sont morts. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui n'ont pas pensé que se balancer un seau d'eau glacée sur la tronche, ça risque de provoquer un choc thermique. Et qu'il y a certaines personnes, de par leur fragilité, de cœur, etc., ça peut avoir des conséquences énormes. Et malheureusement, vous avez énormément aujourd'hui de jeunes qui se lancent comme ça des challenges, mais complètement idiots, qui n'ont absolument aucun sens. Mais voilà, parce que ça permet de faire du buzz.
ça permet de faire des likes, ça permet de pouvoir réussir peut-être à se faire monétiser, à gagner de l'argent. Sauf que le problème, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça commence un petit peu à être un grand n'importe quoi. Et les réseaux sociaux, malheureusement, poussent aussi à la stupidité. C'est malheureusement, même si des fois c'est un peu drôle, mais c'est drôle 5 minutes, si vous voulez, mais tout le temps, il y a un moment donné, c'est un peu comme, vous savez, ces gens qui racontent toujours la même histoire. Vous l'écoutez une fois, ça vous fait rire, une deuxième fois, ça vous fait sourire, au bout de la troisième, ça vous fait plus rire. Et ça, malheureusement, aux États-Unis, et partout dans le monde d'ailleurs, malheureusement, sur les réseaux sociaux, vous avez ces gens un peu idiots, un peu stupides, qui s'amusent à faire toujours les mêmes conneries, mais au bout d'un moment, c'est plus drôle. Au contraire, c'est pathétique. Et à côté de cela, vous avez également des vidéos qui vous montrent ces gens qui font, qui sont, je dirais peut-être les précurseurs de ce que pourrait devenir leur société, c'est-à-dire des sociétés remplies d'idiots, des gens qui font des choses totalement stupides que même quand vous regardez leurs vidéos, à un moment donné, vous devinez déjà la connerie qu'ils vont faire. Voilà, c'est malheureusement dramatique. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va aller. Et je vais terminer cette vidéo par une petite référence. J'ai vu la dernière vidéo de Aldostérone, je vous ai mis le lien sur la précédente vidéo. Aldostérone, qui est donc cet Algérien qui habite en Angleterre et qui fait souvent des vidéos qui abordent des sujets d'actualité, etc., avec souvent une démarche d'analyse assez pertinente et parfois amusée. D'ailleurs récemment il s'est amusé à nous faire croire qu'il avait basculé dans le camp du bien, c'est-à-dire prendre les idées de gauche, les idées progressistes comme acquis et juger l'actualité de ce point de vue. Sauf que là il est revenu un petit peu à quelque chose de plus classique et aujourd'hui Aldostérone, il est dégoûté. Il est dégoûté et il commence à réfléchir peut-être à quitter l'Occident, c'est-à-dire aller ailleurs, vivre ailleurs. Et pour qu'un type comme Aldostérone en vienne à penser ça, et il n'est pas le seul sur Internet, je commence à entendre, je commence à lire des gens qui commencent à se dire est-ce que finalement le déclin civilisationnel, on n'est pas en train d'en voir les piliers, et que ça va évoluer très très vite, et que peut-être, oui, on va vers droit des guerres civiles, des guerres civilisationnelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis très souvent sur Twitter, sur Facebook, je dis souvent à des gens, si vous habitez dans les centres-villes, si vous habitez dans des grandes agglomérations, quittez-les. Essayez d'habiter un peu plus loin, essayez d'habiter dans des campagnes, dans des petits villages qui sont peut-être à 20-30 km des grandes villes où vous travaillez, mais ne restez pas dans les grandes villes. Ne restez pas dans les banlieues, surtout les banlieues chaudes, etc. Parce que ça va partir en vrille. Ça commence déjà à partir en vrille. Donc, alors je sais, c'est facile, toujours facile à dire, c'est pas facile à faire, mais voilà, au mieux des possibilités des gens, d'essayer de le faire, parce que je pense que les centres-villes, ça va devenir un calvaire de plus en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des outils de réflexion un petit peu plus, et vous conforter peut-être même sur votre propre analyse aujourd'hui de la société, sur votre propre constat affligeant sur le comportement d'un certain nombre d'individus, et qui finalement se dit mais ces gens-là, quand ils vont évoluer, qu'est-ce que ça va donner? Si vous n'avez pas la possibilité de voir Film Médiocratie, allez sur YouTube, vous avez beaucoup d'extraits de ce film, surtout l'introduction. Je vous invite à voir l'introduction, je sais que sur YouTube vous avez une introduction. Je vais essayer de la trouver, je vais essayer de la mettre en lien sur cette vidéo. Une introduction qui est en français, et qui en fait est une introduction qui explique la raison pour laquelle finalement les États-Unis deviennent un pays d'abrutis. Mais qui finalement aujourd'hui, quand on voit cette introduction, on se dit ouais, c'est ce qui est en train de se passer. En dehors de considérations raciales, attention, le film ne fait pas de considérations raciales, rien, tout le monde est dans le même panier. Et pour nous, portez-vous bien, faites très attention, à la deuxième vague. Je vous rappelle que le professeur Raoul, qui avait dit qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, finalement il a changé d'avis, parce que quand il voit les comportements stupides et idiots
on y revient encore une fois de plus, finalement il se rend compte que peut-être il y a des risques qu'il y ait une deuxième vague de Covid. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.